On le surnomme le violeur de la Sambre ou l'ogre du Nord. Dino Scala, bon mari, bon père de famille, a révélé son vrai visage le 26 février dernier lorsqu'il a été arrêté pour l'agression sexuelle d'une jeune fille à Erqueline. Et l'homme n'en était pas à son coup d'essai. Depuis 1988, il a commis plus d'une quarantaine d'agressions sexuelles en France, mais aussi chez nous, en Belgique. Alors, qui est ce Français violeur en série et comment les policiers ont-ils finalement pu le coincer après 30 ans d'enquête? Ce soir, dans Indice, une de ses victimes parle pour la première fois. Voyez cette enquête de Michael Denut. C'est une affaire sans précédent. Sans doute le violeur en série le plus insaisissable de notre histoire judiciaire. Tant cet homme est passé entre les mailles du filet. Tant aussi son palmarès nous apparaît aujourd'hui comme tristement élevé. Chez nous, en Belgique, mais aussi chez nos voisins du nord de la France. Durant près de 40 ans, cet homme, en façade sans histoire, a reconnu avoir violé plus d'une quarantaine de femmes de tout âge. Souvent de jeunes filles, des adolescentes aussi, à la limite parfois de l'enfance. Il m'a brisé ma vie. Mais franchement, il m'a brisé ma vie. 20 ans, 30 ans après, on leur téléphone pour leur dire « ça y est, on vient d'arrêter leur agresseur, leur violeur ». Rien que d'en parler, je suis pas bien parce que je sais qu'il m'a volé mon enfance. La plupart des gens, c'était le dernier sur qui on aurait eu des soupçons ou des doutes sur quoi que ce soit, quoi. Souvent, ce sont des gens qui ont des fantasmes. C'est vraiment comme une pulsion de dominance de la victime. Moi, il m'a pris dans la cage d'escalier. Et je vous assure qu'il y a un moment pareil, on ne sait pas comment réagir. Et je le revois encore, comme ça, me dire que je n'ai pas fini mon travail. Il n'avait pas fini son travail. Dino Scala. Enfin, un nom sur un visage ou le plus souvent une silhouette. Celle de ce violeur qui sévissait au petit matin. En le voyant à la télévision, Angélique est restée pétrifiée. C'est lui, cet homme, qui l'aurait violée. Elle en est persuadée. Et pourtant, son viol remonte à il y a environ 30 ans. Aujourd'hui, elle a le courage d'en parler à visage découvert. Je m'en souviendrai toujours. Moi, j'étais dans la baignoire, je prenais mon bain. Ma mère, elle était dans le salon. Et donc, moi, je prenais toujours mon bain avec de la musique, comme font maintenant les jeunes. Et puis, j'ai entendu ma mère crier. Donc, je suppose qu'il a toqué à la porte. Quand elle a ouvert la porte, parce qu'après, elle m'a raconté, il l'a poussée sur le lit. Il l'a retournée, il a voulu la ligoter. Et moi, je suis sortie à ce moment-là, il a vu mon visage. Et il est parti. Et malheureusement, quelques temps après, ce monsieur s'en est pris un mois dans ma cage d'escalier. Quand on voit sa maman sur le lit, le dos tourné, on se dit qu'est-ce qu'il va lui faire? Franchement, qu'est-ce qu'il va lui faire? Et je m'en souviendrai toujours, il était en train de la ligoter et j'ai crié. C'était ma maman, j'ai crié non, non, non. Et je crois qu'il a pris peur, il est parti. Et je pense qu'en partant, il m'a regardé et m'a dit si c'est pas elle, c'est toi. La mère et la jeune fille vivent alors dans l'angoisse, celle de croiser à nouveau l'agresseur qui les a menacés. Et effectivement, quelques semaines plus tard, Scala revient et il agresse comme promis la jeune fille. Moi, il m'a pris dans la cage d'escalier, mais carrément dans la cage d'escalier. Et quand on est petite, on se demande qu'est-ce qui nous arrive. Et j'ai pas voulu porter plainte parce que je savais qu'on m'aurait pas cru. J'avais peur qu'il s'en reprenne à ma mère parce que je me suis dit dans ma tête, il a pas fini son travail. Alors quand il m'a attrapée, je préférais y passer par rapport à ma mère. Et j'ai pris la place de ma mère. D'autres, ça va peut-être être cru pour certains, ça va peut-être être cru pour des gens qui me connaissent et qui diront pourquoi elle a fait ça. J'ai protégé ma maman. Et je vous assure qu'il y a un moment pareil, on ne sait pas comment réagir. Et je le revois encore, comme ça, me dire que je n'ai pas fini mon travail. Il n'avait pas fini son travail. Dino Scala a terrorisé Angélique et sa mère, mais aussi bien d'autres femmes, des parents également. Ceux notamment d'une petite ville du Hainaut, où un mystère planera sur cette cité, a priori sans histoire. Nous sommes au début des années 2000 à Erqueline, une ville frontalière avec la France. Ici, les habitants peuvent passer la frontière plusieurs fois par jour sans vraiment s'en rendre compte. On y vient de France pour y acheter son tabac moins cher, pour y manger et pour y travailler. Mais durant plus de 10 ans, cette petite ville de la Haute-Sambre a été en proie à une véritable psychose. Une menace invisible, imperceptible. Des jeunes filles attaquées par l'arrière et violées. Avec toujours un même modus operandi,
qui fait froid dans le dos. C'était toujours le matin, c'était les mêmes paroles, c'était les mêmes gestes, la même façon de procéder, une cordelette blanche dans beaucoup de cas que l'auteur reprenait par la suite. Et donc, au début, c'était plutôt le violeur matinal, puisqu'il agissait tôt le matin, généralement quand les personnes se rendaient à l'école pour les plus jeunes. En général, les victimes, les jeunes filles qui prenaient le bus, elles partaient tous les jours à la même heure. Peut-être qu'il a zoné un petit peu, qu'il a remarqué. Mais en tout cas, les victimes n'avaient jamais eu l'impression d'être suivies. Très vite, la police et les autorités sentent que quelque chose leur échappe. Les viols se répètent. C'est désormais une triste évidence. Un prédateur sexuel rôde. Il est à l'affût. Dans la brume du petit matin, la peur s'installe. Les gens s'inquiétaient effectivement et les policiers été aussi inquiets par rapport à la sécurité des gens. Des patrouilles ont été faites, des patrouilles de surveillance ciblées dans le temps à des moments précis, mais sans jamais avoir malheureusement de résultats à l'époque. Oui, c'est clair qu'une fois que les agressions ont été révélées, mais les gens n'étaient plus tranquilles, notamment les parents qui avaient des jeunes adolescentes à la maison. Voilà, on a eu 2 viols sur une même année, et donc là, il y a quand même eu un climat qui s'est installé. On a effectivement pensé qu'il s'agissait non pas de faits isolés, mais d'un phénomène ou d'un seul auteur. Les patrouilles et surveillances sont renforcées. Elles ont un effet et pas des moindres. Le prédateur semble tout à coup ne plus se manifester. Mais pour autant, il reste introuvable. Rien. Malgré de nombreuses recherches, des recoupements, on a essayé, mais rien. Je veux dire, disparu. Il était plus sur les radars, en tout cas. On nous a plus signalé d'agression, en tout cas. Il y a bien un portrait robot qui peut être établi sur base d'un témoignage. Une des victimes a aperçu son visage. Il y a aussi quelques traces ADN relevées auprès de femmes violées. Mais elles ne correspondent à aucune personne fichée dans les bases de données en Belgique. Un point important tout de même, des traces ADN correspondent. Les enquêteurs savent dès lors que c'est le même auteur. Le prédateur, s'il semble avoir disparu, n'est pas pour autant arrêté et encore moins identifié. En fait, il a eu beaucoup de chance, puisqu'on a prélevé des traces ADN sur pas mal de victimes qui correspondaient. Donc les enquêteurs savaient qu'il y avait un agresseur commun. Mais lorsqu'ils comparaient cet ADN avec leur banque de données, ça ne donnait rien. Il n'y a pas d'identité qui sortait. Et Dino Scala a eu beaucoup de chance parce que tout le monde dit qu'il n'avait pas de casier judiciaire. En fait, il aurait pu en avoir un, puisqu'en 2002, il y a eu une grosse altercation avec un de ses voisins qui l'a menacé de mort. Il a été arrêté. Mais à l'époque, même pour ces faits-là, il n'était pas nécessaire, ou en tout cas pas obligatoire, de prélever l'ADN. La loi change quelques mois plus tard et il a beaucoup de chance parce qu'à ce moment-là, il passe entre les mailles du filet et peut continuer son triste parcours. Il y a néanmoins un autre indice, comme une odeur très particulière. En réalité, un élément déterminant, mais qui ne trouvera son sens que plus tard. Des odeurs plutôt d'huile et des odeurs de café. Bon, comme il se mettait tout près de la victime, il y avait des relents qui... Et les odeurs d'huile, on a compris après que c'est parce qu'il était mécanicien dans une entreprise de la région et que, évidemment, son boulot consistait, je suppose, à nettoyer des vérins, ce genre de choses. Donc, évidemment, il avait de l'huile sur lui et c'est vrai que ça a une odeur assez particulière. Le temps passe et ces affaires se transforment petit à petit en cold case. Autrement dit, des dossiers non résolus, un peu oubliés. Personne ne sait encore qui est à l'origine de cette série de viols. Mais c'est sans compter une nouvelle agression. Personne ne sait encore qui est à l'origine de cette série de viols. Mais c'est sans compter une nouvelle agression. Très récente, nous sommes le 5 février 2018 et à nouveau, la même méthode. Une jeune fille qui prenait le bus à Erqueline pour se rendre à l'école dans la région. Elle était en retard. Je dirais, elle a pris un petit raccourci, elle a allongé la voie des chemins de fer pour se rendre plus vite à la gare et là, elle a été accostée par un homme. La jeune fille de 15 ans est menacée avec un couteau. L'homme veut la caresser. Mais elle ne se laisse pas faire. Elle crie et réussit à attirer l'attention. Elle parvient à s'enfuir et à se réfugier auprès d'un chauffeur de bus qui alertera la police. Elle est sauvée. Aujourd'hui, sa maman nous raconte. Il a failli la violer, quoi. Mais heureusement, il y a des gens qui sont arrivés à temps et elle a eu le temps de crier au secours. Donc, il a su s'échapper. Mais bon,
Il n'y aurait pas eu ces gens-là, elle est passée, quoi. La police lui vient en aide. La victime est prise en charge et elle pourra donner des informations précises qui vont s'avérer déterminantes. Tout en étant choquée, elle était peut-être un petit peu moins que les autres victimes. Donc elle a été, je dirais, un petit peu plus loquace sur les faits. Ça se passe quand même de la journée, même si c'est le matin, mais il fait déjà clair. Donc elle a pu donner beaucoup de renseignements. Et depuis les faits précédents, qui datent de plusieurs années, la commune d'Erqueline s'est équipée en caméras de surveillance. Les enquêteurs disposent désormais d'un outil qui va, dans ce cas-ci, être capital pour l'enquête. Au niveau de l'heure de l'agression, mais si on avait l'heure exacte, ils ont pu faire un balayage sur toutes les caméras et ils ont remarqué un véhicule qui leur a paru suspect, entre guillemets, et c'est de là que tout est parti. On arrive à 3 ou 4 véhicules pour lesquels on se demande ce qu'ils font là, ce jour-là, à cette heure-là. Et les contacts sont pris avec les autorités françaises, via l'île d'Abord, les enquêteurs français viennent. Et tout ça se remet en route et on a des policiers qui ont bonne mémoire, qui sont patients et qui ressortent tout ce dossier derrière. Un homme est arrêté. Il habite à moins de 30 km d'Erqueline, mais en France, à Pont-sur-Sambre. Il s'appelle Dino Scala. Les traces ADN correspondent, c'est lui. Un ouvrier de 56 ans, père de famille, 3 enfants, 2 filles, un garçon. Un jeune grand-père depuis peu. Il est agent d'entretien dans une usine, juste à la frontière, à 300 mètres à vol d'oiseau de la gare et des lieux des agressions. Son casier judiciaire est vierge, c'est la surprise totale. Car l'homme est connu comme étant très sociable, sympa même. Et ce, tant à Erqueline que de l'autre côté de la frontière. Il participe activement à des clubs de cyclisme et de foot. Pour ceux qui le côtoyaient ou le connaissent, comme Frédéric, patron de café à Erqueline, ou un jeune au club de sport, c'est le choc. Bien de sa personne, agréable. Il côtoyait tout le monde le connaissait. Il est natif de Pont-sur-Sambre, je crois. Ça faisait des années. Il s'occupait pas mal d'associations. Et puis, normal en fait, il était tout le temps bien avec nous. Jamais on aurait pensé ça. J'étais le premier surpris d'ailleurs quand je l'ai vu dans la presse, tout simplement. C'est quelqu'un de très serviable, vraiment gentil, qui était à donner de sa personne. Et jamais on aurait pu croire qu'il aurait fait un acte de ce genre, quoi. Donc c'était pas quelqu'un qui se cachait, c'était pas quelqu'un de renfermé sur lui-même. Donc c'était vraiment quelqu'un qui paraissait bien. Mais en fin de compte, comme on dit, l'habit ne fait vraiment pas le moine. Jamais on aurait pensé que c'était un pervers, quoi. On peut pas dire, enfin, en suspicion, parce que pour l'instant, il a avoué, mais on attend. Une surprise totale, même pour ses anciens amis. Willy, l'actuel entraîneur du club de foot de Pont-sur-Sambre, n'en revient toujours pas également. La plupart des gens, c'était le dernier sur qui on aurait eu des soupçons ou des doutes sur quoi que ce soit, quoi. Il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes qui ont un avis contraire à ce que je vous dis là, quoi. Il n'y a pas d'explication, parce que même avec nos épouses, il n'y a jamais eu un geste déplacé. Donc non, il n'y a vraiment pas d'explication. C'est ici que vivait Dino Scala et sa famille, dont les ancêtres sont originaires de Vérone en Italie. Scala habitait depuis quasi toujours cette petite maison en briques dans une cité de Pont-sur-Sambre. Depuis son incarcération, sa femme, elle, a vite déménagé pour fuir la pression. Dans la région, il lui reste un frère avec qui il s'est brouillé. Il ne lui a plus parlé depuis une quinzaine d'années à cause d'une dispute liée à la société familiale dans laquelle il travaillait jusqu'en 2005. Un frère qui semble également tomber des nues. Car une fois arrêté, Scala va reconnaître tout d'abord une vingtaine de viols. C'est déjà énorme, puis le double. On parle même d'une 70aine de cas suspects. Des faits qui auraient débuté en 1988. Le dossier s'annonce gigantesque. Scala reconnaît 7 filles agressées en Belgique et les témoignages commencent alors à arriver d'un peu partout. 3 femmes qui se disent victimes de Dino se rapprochent de maître Emmanuel Rigler. L'une d'elles lui raconte avoir été violée en pleine campagne il y a bien longtemps. Elle n'était alors qu'une enfant. C'était une adolescente qui ressemblait plus à une enfant qu'à une femme d'ailleurs. Nous avons fourni bien évidemment tous des photos au juge d'instruction pour qu'il se rende compte. Elle avait 14 ans à ce moment-là et on a affaire vraiment à quelqu'un de compliqué dans son choix de victime, où on a tous les profils, tous les âges. Dino Scala, c'est un homme aux 2 visages.
Aux enquêteurs, il explique qu'il a eu une enfance malheureuse, que son père l'aimait moins que ses 2 frères. D'ailleurs, il n'assistera pas à l'enterrement de son père. Il évoque aussi sa relation avec sa 2e épouse. Il l'accuse également de tromperie. Elle aurait été volage avec un policier. On ne peut pas le prouver. Il a également eu des maîtresses. En tout cas, toutes ces femmes parlent de lui comme d'un amant normal, sans agressivité. C'est ce qui explique évidemment qu'il n'a jamais été détecté par la police auparavant. Elle allait rejoindre des amis, elle allait effectivement et elle s'est retrouvée avec cet homme. Elle l'a vu de près, elle a dressé un procès-verbal extrêmement conforme à la réalité. Aujourd'hui, quand on compare sa photo au portrait, on se dit mais quel gâchis que finalement les recherches n'aient pas été plus poussées. Voilà une femme qu'on a réveillée et à qui on a dit dans un premier temps « Madame, il est trop tard, la justice ne pourra rien faire ». Bien évidemment, on l'a rassurée et la justice pourra faire. Sur les 3 victimes qui se sont présentées à son bureau, seule elle décidera finalement d'aller jusqu'au bout de cette nouvelle épreuve. Car pour ces victimes, ces démarches c'est le plus souvent un nouveau chemin de croix. Des souvenirs, on peut le comprendre, lourds à déterrer. D'abord, beaucoup ont appris à vivre avec ça au fil du temps. Certaines l'ont mis sous le tapis, d'autres ont décidé d'avancer, d'aller au-delà. Et puis, 20 ans, 30 ans après, on leur téléphone pour leur dire « ça y est, on vient d'arrêter leur agresseur, leur violeur ». Sauf qu'entre-temps, elles ont parfois eu une vie personnelle, un mariage, une rencontre, des enfants, et qu'elles ont vécu sans le raconter à leurs proches, sans le dire. Et donc c'est très très déstabilisant pour ces femmes de ramener dans leur quotidien des faits si anciens. Angélique tentera elle aussi de vivre avec son histoire douloureuse. Ce parcours difficile pour finalement continuer son chemin avec des hauts, mais aussi pas mal de bas. J'ai attrapé tous les médicaments sur la table et j'ai voulu mourir. Quand j'ai su cette histoire, quelques jours après, j'ai voulu me suicider. On a des flashs. Ce qu'il m'a fait, je le souhaite à personne. Je le souhaite à personne. Et il l'a fait en prise sur moi et il m'a brisé ma vie. Mais franchement, il m'a brisé ma vie. Et rien que d'en parler, je suis pas bien parce que je sais qu'il m'a volé mon enfance. Parce que quand on passe par une ordure pareille, on peut pas comprendre c'est quoi justement d'être brisé. Moi, tous les jours, j'essaie de me relever parce que je sais que je vois sa tête. Les victimes se sont aujourd'hui fédérées, regroupées sur les réseaux sociaux. Après toutes ces années, force est de constater qu'elles restent extrêmement traumatisées. Certaines n'en ont jamais parlé autrement. Un lieu qui leur permet de partager leur expérience douloureuse et de s'organiser aussi en vue du procès. Je suppose que beaucoup se taisent. Moi, j'ai pas envie de me taire. Par rapport à d'autres victimes que j'ai contactées, avec qui je suis en lien, je dirai pas leur nom par respect, mais je ne me tairai pas. Faites comme moi, parlez. Je veux que toute la France entière et la Belgique, elles sachent qu'on est des victimes. Scala agissait souvent au petit matin, dans l'obscurité, un bonnet sur la tête et le col relevé. Il surprenait donc ses victimes par l'arrière, comme à Erqueline. Pour Angélique, par contre, il prendra nettement plus de risques. C'est le cas aussi dans une salle de sport près de Maubeuge, où il va agresser une femme. Comme pour Angélique, cette fois, il agit à visage découvert. Moi, je m'en souviendrai toujours. Il est rentré chez moi, donc Dino, il a aussi rentré dans la salle de sport. Ou aussi, il aurait pu être... C'est parce que la collègue de la dame est arrivée, elle l'a surpris. Donc c'est un peu le même réciproque que ma maman. Qu'est-ce qu'il cherchait? Je ne sais pas. Est-ce qu'il cherchait à qu'on l'arrête pour dire arrêtez-moi, au secours, j'ai besoin d'aide, j'en sais rien. Mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas arrêté. La salle de sport, il a continué. Ma maman, elle a continué. Regardez, on est en 2018. Il n'y a pas longtemps avec la gamine à Erqueline. Donc, me dites pas qu'il a essayé de dire « Maintenant, je regrette, je voulais qu'on m'aide », c'est pas vrai. Scala est parvenu à passer sous les radars durant des décennies, durant plus de 22 ans d'enquête, en étant le plus souvent organisé, méticuleux et prudent. Mais ce sentiment d'impunité et ces risques pris, au final, cette impression d'être intouchable comme à Erqueline, l'aura peut-être perdu. Ce qui nous interpelle, c'est qu'il soit aussi précautionneux au moment où il commet les faits,
où je vous le dis, on a très peu d'ADN et de preuves matérielles. Véritablement, sa reconnaissance des faits est importante dans ce dossier. La justice aurait parfois eu du mal à établir sa culpabilité. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en même temps, il est très précautionné au moment des faits et il arrive pour autant avec sa voiture personnelle et sa plaque d'immatriculation. Donc on a une opposition très étrange. Je suis effectivement intéressé à questionner cet homme. Oui. Qui se cache réellement derrière ce masque de la normalité? Qui est ce monstre présumé? Il donne l'image d'un père et d'un gendre comme les autres, même parfait d'ailleurs, puisqu'il aide sa mère à faire les courses, à tailler la haie. Son beau-père est atteint de la maladie de Parkinson. Tous les soirs, il va le mettre au lit. Autre anecdote d'ailleurs, sa fille en fait travaille pour gagner un peu de sous. Elle se lève tôt le matin, à 4 heures, pour aller distribuer des journaux dans les boîtes aux lettres. Et elle lui fait part de ses craintes, de sa peur de se promener toute seule dans la rue, puisque dans la région, c'est la psychose. On a peur de ce fameux violeur. Et donc, il lui dit, mais non, ne t'inquiète pas, prends avec toi une bombe lacrymogène. Et si de toute façon, il se passe quelque chose, tu m'appelles, j'accourrai immédiatement. Quand on sait que ce même homme se balade tous les jours avec dans sa voiture une corde, des gants, une cagoule et un couteau pour agresser des jeunes femmes, ça fait vraiment froid dans le dos. Dans ce genre d'affaires, l'analyse des experts psychiatres sera capitale. La motivation de ce type de criminel en série est en réalité souvent identique. La plupart du temps, dans ce type d'agresseur, la motivation première, c'est la dominance de l'autre. C'est un besoin de dominer la victime. Alors, tout ça peut être connoté de sexualité, de violence, mais il y a vraiment un besoin de dominance de l'autre. L'autre est un objet que l'on va utiliser, que l'on va dominer pour son propre plaisir. Ça, c'est un exemple de motivation. C'est probablement la motivation la plus fréquente dans ce type de cas. Mais il y en a d'autres aussi. Ça peut être la vengeance, ça peut être la colère. Mais la plus classique, c'est vraiment le fait de dominer sa victime. C'est vraiment comme une pulsion de dominance de la victime. Devant les enquêteurs, Dino Scala a reconnu être pris de pulsions qu'il ne pouvait contrôler. Il se qualifie de chasseur, à la recherche de nouvelles proies. Le prédateur arrêté, il reste des devoirs d'enquête nombreux à effectuer avant un procès attendu en France, mais certainement pas avant 2 à 3 ans. C'est énorme parce que, je vais dire, on a 8 victimes en Belgique, mais on en a 10 fois plus en France. Ça va rentrer dans l'histoire du crime en France. C'est une délivrance, enfin, pour toutes ces victimes. J'espère qu'il va être condamné et qu'il va rester un moment derrière les barreaux. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un homme, parce que pour moi, franchement, je sais pas, il n'y a pas de mots pour décrire ce genre de choses, quoi. On espère vraiment être reconnu en tant que victime, même au bout de tant d'années, on espère être écouté au moins. Mais on a tous un lien commun, c'est qu'on se sentait mourir. Et je pense que maintenant, on se sent sale. Mais oui. Au bout de tant d'années, franchement, on se demande, on se dit, ça y est, c'est fait. Et il a été arrêté. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Indice. D'ici là, restez connectés avec nous sur la page Indice RTL TVI. Belle soirée à tous et à bientôt. Regardez Indice gratuitement sur RTL Play.